Merci à tous d'être venus à l'invitation de la section du PCF de Villeurbanne pour cette fête de section avec un débat qu'on voulait sur l'Europe parce qu'on considère qu'effectivement on est en année européenne en 2024 avec les futures élections européennes, mais aussi parce que la situation internationale fait que l'Europe a sûrement un rôle à jouer qui va au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une marge de l'Empire américain, si on fait court. Voilà, donc on va essayer d'en débattre et de se donner des billes collectives pour proposer autre chose que cette Europe actuelle qui est celle de l'argent et du grand capital, on va dire, pour simplifier. Hein. Et en espérant pouvoir donner un jour un axe qu'on veut à l'Europe, c'est-à-dire celui du pain, de la liberté et de la paix. Voilà. Donc je vous présente nos invités. Ils vont se présenter eux-mêmes d'ailleurs, ce sera plus simple. Il faut faire simple, hein, on va éviter les complications. Je me présente. Du bureau confédéral depuis le dernier congrès de la CGT et même celui qui précédait. Voilà. Donc je suis lyonnais d'origine et métallo également. Voilà. Merci. Alors Francis Wurtz, on m'a appelé tout à l'heure, comment tu as dit, non pas vétéran, mais expérimenté. Voilà, j'ai été député européen de 1979, c'est déjà de l'histoire ancienne, à 2009. Et puis je suis toujours communiste depuis au moins 54 ans par là. Et donc un militant ne prend jamais vraiment sa retraite. Donc tant qu'on m'invite, je réponds avec plaisir pour des débats, soit sur les questions européennes, que je continue de suivre quotidiennement, soit sur les questions internationales. Et malheureusement, je dirais, actuellement, on ne manque pas de sujets à ce moment. Voilà. Merci. J'ajoute également, parce qu'il ne l'a pas fait, que Francis a été le président du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen, groupe auquel a siégé et siégera à la prochaine législature, j'espère, le Parti communiste français. Moi, je m'appelle Charlotte Balavoine et je suis responsable de l'Europe pour le Parti communiste français. Je suis également conseillère politique au Parlement européen dans le groupe de la gauche unitaire qui est aujourd'hui appelé le groupe de left, de la gauche. Et je m'occupe principalement dans le cadre professionnel des questions de droits de l'homme, d'égalité femmes-hommes et d'égalité de genre. Et du coup, et aussi des liens avec l'Afrique, notamment, entre autres. Donc. Voilà. Donc je vous fais juste un petit topo sur comment va se faire ce débat. On va avoir une présentation d'1 quart d'heure, 20 minutes pour chacun de nos invités, et puis après un échange avec la salle qu'on espère fécond et enthousiaste. Voilà, très bien. Voilà. Donc je laisse la parole à Francis Wurtz pour commencer. C'est Boris, excusez-moi. Maurice, on a changé. On a dit qu'on gardait le meilleur pour la fin. Voilà. Ah, Francis. Non, écoutez, oui, quelques mots. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, je me rapproche un peu du micro. J'ai pris quelques notes pour essayer un petit peu de cadrer l'intervention parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. L'actualité, comme l'a dit Francis, est dense sur les questions européennes et internationales. Je pense que peut-être même que dans le débat interactif, la question du rôle de l'Europe avec ce qui se passe en ce moment au Proche et Moyen-Orient, peut-être que ça ressurgira de la discussion, mais en tout cas on a essayé de se limiter en quelque sorte à quelle Europe on veut. Peut-être qu'avant de parler de l'Europe qu'on veut, peut-être dire quelques mots de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui et de l'Europe qui ne nous va pas telle qu'elle est en tout cas aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a affaire à une Europe libérale, voire même parfois ultra-libérale. Peut-être pour étayer quelques propos, on peut parler d'une Europe de la guerre,
On a tous, et on n'a pas oublié en tout cas la situation du conflit, la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, entre un pays agressé, l'Ukraine, et un pays agresseur, la Russie. D'autres théâtres de guerre, on va certainement l'évoquer, la situation au Proche et au Moyen-Orient. Une Europe globalement de la pauvreté qui ne cesse d'augmenter. On le voit en France, mais globalement dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, une pauvreté laborieuse qui continue à progresser. Des discriminations au sein même de l'Union européenne. Une Europe des bas salaires et des basses pensions. Je vais y revenir un peu plus en détail. Et puis globalement, une Europe qui fait un petit peu, qui tourne le dos en tout cas à une jeunesse qui connaît bien trop souvent la soupe populaire, on peut le voir en France, mais aussi ailleurs en Europe, avec les files d'attente de la jeunesse pour aller manger, pour pouvoir trouver un logement, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez comme moi, et une Europe d'exclusion sociale. Une Europe, malheureusement, et c'est très lié aux conditions sociales, économiques, qui se refuse en quelque sorte de repousser la menace de l'extrême droite, qui est une imposture sociale, à la fois en France, mais globalement en Europe. Et globalement une Europe qui a tendance à coopérer en tout cas avec les forces de l'extrême droite au sein même du Parlement européen. Peut-être que Charlotte et puis Francis y reviendront plus longuement, et d'une manière globale une Europe qui coopère avec l'extrême droite, y compris dans les institutions européennes. Alors peut-être qu'il y a quelques dimensions pour la CGT qui nous paraissent importantes de traiter, notamment sur la question des salaires. Voilà, tout ce qui est salaire, pouvoir d'achat, rémunération. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, les travailleurs en Europe ont subi une réduction de manière forte des salaires, une réduction d'ailleurs record, avec en parallèle des entreprises, notamment du CAC 40, les entreprises multinationales, qui continuent d'engranger des profits sans précédent et aussi reverser des dividendes records. Donc je vais revenir un peu sur les salaires. En parallèle à ça, des institutions de l'Union européenne qui menacent de revenir à l'austérité, qui menace d'ouvrir la porte à une nouvelle déréglementation qui punit davantage les travailleurs. Là aussi, je vais y revenir. Et puis une Europe qui encore, aujourd'hui, en 2023, agit en quelque sorte contre le droit syndical, contre les syndicats, contre les militants qui subissent globalement des attaques, des licenciements abusifs et des atteintes au droit de grève ou à s'organiser qui sont de plus en plus flagrants en Europe. Et en France, on n'est pas à l'abri. Donc on a plutôt une Europe qui a tendance à tourner le dos souvent aux besoins des travailleurs et qui favorise encore une fois les conservateurs et l'extrême droite. Une Europe de l'austérité pour les uns, mais une Europe de l'accumulation des profits pour les autres. Alors, permettez-moi juste d'aborder 3 grands domaines sur lesquels la CGT, vous connaissez tous la CGT, vous en avez entendu parler, j'imagine, le plus gros syndicat du monde, déjà de la France peut-être, pour lesquels en tout cas la CGT elle milite pour 3 grands domaines, globalement le syndicalisme européen, notamment de manière récurrente, mais particulièrement dans la période, et parce qu'on veut vraiment porter le fer aussi avec le syndicalisme européen dans le cadre des futures élections européennes de 2024. Voilà. Alors, le premier grand domaine sur lequel, en tout cas, on souhaite porter le fer, c'est sur la situation économique en Union européenne. La première, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question des salaires. Globalement en Europe, l'augmentation des salaires, en tout cas leur évolution, ne compense pas le coût de la vie actuellement. Grosso modo, on dit qu'il y a une inflation qui est de retour au moins jusqu'en 2025. On parle de 6,9% d'inflation globalement sur l'Union européenne et on parle encore de 3,6% en 2024. Une inflation, ou en tout cas une évolution des salaires négociés en 2022 qui ne reflète pas le coût de la vie, et ça entraîne naturellement une perte de pouvoir d'achat particulièrement forte. On parle même que les salaires horaires, donc le salaire réel, auraient diminué dans 22 pays sur 24. Par exemple, quelques chiffres, mais pas trop vous abreuver de chiffres, mais c'est moins 15% en Hongrie, c'est moins 1,8% en France. Donc c'est-à-dire qu'en France, les travailleurs français ont perdu dans cette période-là 1,8% de salaire. Donc contrairement à ce qu'on dit, on perd du salaire en France. C'est moins 2,9% au Royaume-Uni et moins 3,3% en Allemagne. Donc voilà, globalement, une question des salaires qui est relativement compliquée pour les Européens. Et quand on regarde de plus près, la part des salaires dans la valeur ajoutée, donc je ne vous fais pas un cours de marxisme, vous connaissez beaucoup mieux que moi, la création de la valeur ajoutée, mais cette part dans la valeur ajoutée, elle n'a cessé de baisser, et durant l'année
2020 jusqu'à 2022, elle a encore plus particulièrement baissé, ce qui s'est traduit justement par des salaires qui n'ont pas suivi la productivité. Autant les salaires ont diminué, mais la productivité au travail, elle, n'a cessé d'augmenter. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, mais il semblerait que les travailleurs français soient les travailleurs les plus productifs au monde. Voilà, on est dans le trio. On perd la Coupe du Monde, on a tous compris, mais question productivité, du rugby, hein. Mais question productivité, on est plutôt classé dans les champions du monde avec les Japonais et puis les Nord-Américains, les USA. Voilà. Donc la question des salaires, elle est prégnante. En tout cas, nous, pour le syndicalisme européen, qui est incarné par la CES et puis par ses affiliés, en particulier par la CGT, on veut continuer à porter le fer sur cette question des salaires. Les retraités vont m'engueuler, parce que je n'ai pas parlé des pensions des retraités, naturellement, parce que notre salaire, il est socialisé, il constitue notre possibilité de partir à la retraite dans des bonnes conditions. Donc la question des pensions et des retraités est naturellement au cœur aussi des enjeux de pouvoir d'achat. Voilà. Deuxième aspect sur lequel on milite fortement dans le syndicalisme européen, en particulier la CGT, c'est sur la question de la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Donc c'est un pacte qui interdit complètement aux États membres de dépasser un niveau de déficit de 3% et de 60% d'un taux d'endettement, ce qui empêche totalement une politique de progrès, une politique, en tout cas on investirait dans les questions sociales. Ça se traduit par des politiques budgétaires qui sont relativement restrictives, en phase de croissance économique faible et inversement dans les politiques de budget expansif lorsque justement la croissance elle est plus forte. Donc on inverse un petit peu ces questions-là. Et la suspension du pacte jusqu'en 2023 parce qu'il y avait la Covid a bien montré aussi l'inadaptation en quelque sorte fondamentale du pacte par rapport aux enjeux auxquels on est confronté en Europe, aux enjeux sanitaires, aux enjeux de transition, parce que là aussi la question de transition, elles sont complètement portées, transition sociale et environnementale, notamment sur une transition vers une économie bas carbone. D'un point de vue aussi de modification de l'appareil de production, c'est-à-dire que l'appareil de production en Europe n'a cessé de se modifier, et donc on a en quelque sorte un pacte qui nous contraint et qui est complètement inadapté à la situation économique. Donc en gros, on a une gouvernance européenne qui doit être complètement revue, et il me semble-t-il, les élections européennes, elles sont justement au cœur de cette gouvernance. D'ailleurs, les dernières propositions en matière de réforme du pacte de stabilité, pourrait contraindre là aussi à supprimer les 3 ou les 60% qui nous sont imposés. Voilà. Enfin, il y a un troisième point sur lequel on est attentif, c'est le retour programmé, d'après ce qu'on comprend, d'après ce qu'on voit, de l'austérité et des conséquences pour les travailleurs, mais aussi pour les services publics. Les États membres de l'Union européenne, dont le budget dépasse les 3% de PIB, devront réduire leur déficit de moins 1,5% par an. En gros, ça veut dire que 14 États aujourd'hui vont devoir diminuer leurs dépenses d'un point de vue social. Pour un petit peu situer à quoi ça pourrait correspondre, vous essayez d'imaginer les conséquences. Pour la France, si on a un retour à l'austérité avec un déficit de 4,7%, ces nouvelles règles elles vont nous imposer à nous, en France, d'engager des réductions annuelles de l'ordre de 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros, on a regardé ce que ça pourrait correspondre. C'est 370 000 infirmières ou infirmiers. Peut-être que l'hôpital public a besoin d'infirmiers et d'infirmières. Moi, j'ai l'impression que oui. Et ça pourrait aussi diminuer en tout cas, ça représenterait 490 000 enseignants. Donc, quand on voit un petit peu les enjeux liés à la fois les enjeux sanitaires, mais aussi les enjeux d'éducation nationale, on ne va pas rentrer là dans les détails, mais on voit bien les besoins qui sont criants de ce côté-là, et bien on voit bien que ces 13 milliards d'euros pourraient conduire en tout cas à empêcher un financement dans le sanitaire et puis dans l'éducation nationale. Donc voilà, tout ça pour présenter une situation économique d'austérité, avec notamment le pacte, mais ça montre aussi, me semble-t-il, l'intérêt que les travailleurs ont à se préoccuper des élections européennes. Voilà, je pense que le taux d'abstention qu'il peut y avoir dans ce genre d'élections, à la fois locales mais aussi des fois européennes, c'est cette difficulté ou cette incapacité qu'ont les travailleurs à, en quelque sorte, changer la donne. Et donc, comme disait un célèbre secrétaire général de la CGT, ne pas laisser au monde des affaires le monde de l'Europe, en quelque sorte. Voilà, je paraphrase un peu différemment, mais c'était un petit peu ça. Alors, dans quelle Europe on veut, une fois qu'on a décrit un petit peu le tableau, quelle Europe on veut? Bon, une Europe sociale, avec un contenu social en tout cas, un contenu économique et puis écologique qui répondent justement aux besoins et aux aspirations du monde du travail, et sur une base de coopération.
et non pas sur une base justement de mise en concurrence généralisée, parce que globalement, on nous a vendu un petit peu la création de l'Union européenne sur une base de mise en concurrence, de dumping social des travailleurs entre eux, entre l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud. Donc on a besoin, très certainement, nous, en tout cas on milite pour ça, à lutter contre cette concurrence généralisée. Contrairement à ce qu'on nous dit, il n'existe pas de boucle prix-salaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on augmente les salaires qu'on va augmenter l'inflation. Au contraire, il existe une boucle prix-profit. C'est-à-dire que plus les prix augmentent et plus les profits sont faramineux dans l'agro, dans tous les secteurs, y compris industriels. Donc on voit bien qu'il faut continuer à militer sur l'augmentation des salaires parce que les marges des entreprises peuvent satisfaire justement à cette question des salaires. Donc il faut avoir un accent particulier sur cette question-là. Donc, on milite, nous, à la CGT, pour une augmentation générale des salaires, qui tienne compte à la fois de l'inflation, mais aussi des gains de productivité. Et on milite aussi pour la convergence, en quelque sorte, de mesures qui pourraient justement contraindre le patronat à augmenter les salaires. Et on a réussi à gagner quelque chose qui est assez exceptionnel et pour nous, en tout cas, syndicalistes, de très important, c'est la mise en place, d'ici quelques temps, d'un salaire minimum européen. C'est une vieille revendication du mouvement syndical européen. Nous, en tout cas, la CGT en porte depuis très longtemps. Eh bien, il va y avoir une directive qui va nous permettre justement de mettre en place un salaire minimum européen. Alors, ça ne sera pas un montant identique pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Le salaire minimum au Luxembourg, il est de plus de 2500 € par mois. Le salaire en Bulgarie, il doit être de 300 € par mois. Donc on ne peut pas aligner, vous voyez bien, les deux salaires. Mais en tout cas, on peut avoir des mécanismes qui soient identiques pour justement augmenter les salaires, et notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Et quand on a regardé un petit peu de plus près, il peut y avoir des augmentations de 20, 25 ou 30% dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, etc. Donc tout ça, ça participe en quelque sorte à lutter contre la mise en concurrence des travailleurs et le dumping social. Donc voilà, une revendication forte du mouvement syndical. Et puis deux éléments qui nous paraissent aussi importants dans la période, toujours sur la question des salaires. Alors, comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle, que des jeunes dans la salle, vous en souviendrez certainement pas, mais il fut un temps où en France il existait par exemple ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires. C'était ces possibilités, puisque dans les années 83, on ne va pas faire de rappel pourquoi 83, vous voyez à peu près, mais c'était cette possibilité qu'il y avait ce mécanisme qui existait qui nous permettait justement que nos salaires augmentent en même temps que l'inflation. Et donc ça nous permettait d'avoir un niveau de salaire qui compense les niveaux d'inflation qui étaient particulièrement forts en France. L'échelle mobile des salaires en 83, elle disparaît. Et bien on veut renouer. Voilà, on veut renouer avec l'échelle mobile des salaires parce qu'on pense que c'est l'un des meilleurs moyens en tout cas pour lutter contre l'appauvrissement des salariés. Ça c'est un premier point, y compris en Europe, ça milite beaucoup pour ça. Il y a des pays en Europe où ça existe toujours. Nos copains belges, c'est pas Charlotte qui me démentira, donc nos copains et camarades belges ont toujours un système d'échelle mobile des salaires. Au Luxembourg, ça existe toujours, même s'il y a une volonté très forte du gouvernement de remettre en cause, mais ça existe toujours. Et puis dans quelques conventions collectives, comme en Espagne ou ailleurs, où ça existe toujours. Et puis un autre élément sur la question des salaires qui nous paraît primordial, c'est parvenir enfin, je ne sais pas comment on peut dire, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En France, les pays développés, qu'on connaît bien, l'écart salaire entre les femmes et les hommes demeure environ entre 25 et 28% en moyenne. Donc les femmes sont encore mal payées, toujours aussi mal payées par rapport à leurs collègues hommes, de l'ordre de 28%. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sur la question des salaires, il y a une volonté très forte aussi de vouloir soutenir, et ça moi je pense que les partis politiques, peut-être le PCF, pourraient accentuer, en tout cas continuer à soutenir les syndicats et la négociation collective, défendre les droits syndicaux, pousser à ce que la négociation collective débouche sur des accords majoritaires et accroître aussi la couverture des conventions collectives. Nous, on a un système de conventions collectives qui est particulièrement fort en France, mais globalement, quand on regarde en Europe, le niveau de couverture des salariés par des conventions collectives se fait de moins en moins fort. Donc il y a une attaque très forte du patronat et des gouvernements. Pour vous situer un petit peu, l'Allemagne, qui est un pays où il y a une forte tradition de négociation collective, eh bien, ils ont un taux de couverture de leur convention collective de moins de 50%, contre 85% en France. Donc on a 10% de syndiqués en France et on a une couverture convention collective de 85%. En Allemagne, il y a un taux de syndicalisation qui est très forte, mais ils ont un taux de couverture qui est particulièrement faible, avec des mini-jobs, etc. Donc voilà, notre convention collective, on y tient. Mettre fin aussi à ce qu'on appelle le travail précaire et globalement à l'amélioration des conditions de travail. C'est un vœu pieux des organes syndicaux, mais c'est très fort. On veut
que le CDI et le temps plein redeviennent la norme. Voilà, on veut que la protection des travailleurs soit la règle, et non pas aujourd'hui la règle, c'est la précarité. En France, l'âge moyen pour obtenir le premier CDI, aujourd'hui, c'est l'âge de 30 ans. Entre le moment où on sort de l'école, au moment où on fait de l'intérim, du CDD, du mini-job, de l'apprentissage, du stage, etc., on décroche en moyenne notre premier job en CDI à l'âge de 30 ans. Donc il y a très certainement besoin de militer, d'œuvrer en tout cas à ce que le CDI redevienne la règle. Le contrôle de la flexibilité, le droit à la réduction de temps de travail et le droit à la déconnexion. Voilà, quelque chose de très fort. Depuis la Covid-19, le télétravail s'est généralisé dans un certain nombre d'industries, de secteurs, et pas simplement. Et en fait, autant le télétravail, ça peut être quelque chose de formidable, mais ça peut être aussi quelque chose qui marginalise, quelque chose qui détruit ou aggrave les conditions de travail, quelque chose qui augmente le temps de travail, parce que le temps passé à la maison, connecté à la maison, on se connecte à 8h du matin, on arrête de temps en temps dans la journée, puis on recommence le soir à 22h, 23h après le boulot, une fois qu'on a dîné, mis les enfants au lit, etc. Donc il y a un droit à la déconnexion très fort. Ça, c'est une revendication qui remonte très fort au niveau européen. Voilà. Le rejet des politiques d'austérité aussi, pour promouvoir un modèle économique centré sur l'économie réelle, la création d'emplois, le travail décent, et en tout cas une redistribution de la fiscalité qui nous paraîtrait beaucoup plus juste. Voilà. C'est aussi la fin du pacte de stabilité. Voilà, c'est une revendication. Il faut mettre fin à ce pacte de stabilité. Il faut que les États membres aient enfin les moyens, les marges de manœuvre pour les investissements nécessaires à une transition sociale et environnementale. Il y a une forte volonté, en tout cas, à ce qu'il y ait une politique industrielle et des services publics forts, avec des investissements à la fois dans le privé, mais aussi dans le public, pour justement gagner en efficacité, pour des emplois de progrès, d'efficacité. Il y a aussi une volonté très forte du mouvement syndical pour contrôler et mettre en tout cas sous condition les aides publiques, notamment l'argent public qui est versé aux entreprises. Pour vous signaler comme ça, mais vous le savez peut-être, mais en France, grosso modo, chaque année, 200 milliards d'euros, vous êtes tous assis donc c'est bon, 200 milliards d'euros d'argent public sont reversés aux entreprises sans aucun contrôle ni aucune conditionnalité. Voilà. 200 milliards d'euros par an, sous forme d'exonération de cotisations sociales, fiscales, etc. Donc voilà, il y a ce qui se passe en France. C'est aussi un moyen de générer des bas salaires, parce que les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, elles sont calculées en fonction des salaires. Plus les salaires sont bas, et plus les entreprises reçoivent des exonérations de cotisations sociales. Donc les tauliers, les patrons, comme on dit dans le jargon, les employeurs n'ont pas intérêt à augmenter les salaires, parce que d'une part, il va falloir qu'ils partagent les richesses avec les travailleurs, c'est emmerdant pour le capital, mais en plus de ça, quand ils augmentent les salaires, ils ont aussi des moyens financiers publics qui sont en diminution. Donc, contrôle et conditionnalité des aides publiques, assurer une transition juste. Il faut atteindre des objectifs climatiques qui soient négociés avec les organisations syndicales. Voilà, nous on pense que justement c'est par la discussion, par le dialogue, par la négociation qu'on peut atteindre des objectifs climatiques, et le changement climatique qu'on a encore vu cet été et qu'on voit encore aujourd'hui très certainement quand il fait 20-25 degrés en octobre en France, on peut considérer que voilà, il y a un petit problème climatique. Ben, voilà, tout ça, ça va en tout cas générer un rappel, ou en tout cas une prise de conscience forte pour travailler, en tout cas assurer des transitions justes en matière sociale et environnementale. Le dumping social, je l'ai dit un petit peu, comment on peut limiter aussi la sous-traitance, garantir une responsabilité, une solidarité entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants au sein d'une chaîne de fabrication, et puis avoir une Europe plus juste, plus démocratique, nous paraît la moindre des choses. Tu me dis si le short timing, je suis trop long, parce que moi, sinon, je ne m'arrête pas. Ça va falloir je vais conclure, comme dirait l'autre. Le 13 octobre dernier, il y a eu une journée de mobilisation, de grève et de manifestation de partout dans le pays, avec une grosse manifestation à Paris, avec une dimension européenne. Donc il y avait un certain nombre de délégations de syndicats européens qui sont venus, espagnols, portugais, camarades belges, ils étaient juste à côté, luxembourgeois, allemands, turcs, grecs, voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y avait des grosses délégations de syndicats européens qui étaient dans la manifestation parisienne. Manifestation et appel à la grève contre l'austérité, contre les mesures d'austérité à la fois en France mais de partout en Europe, et on vise une euro-manifestation, comme on a eu fait il y a quelques années de ça, le 13 décembre prochain, à Bruxelles.
là aussi contre l'austérité en Europe. Là aussi, il nous semble que pour les syndicats, sans faire courroie de transmission, mais un soutien, une solidarité appuyée des partis politiques de gauche, au hasard, à ce genre d'événements, d'euro-manifestations. En tout cas, voilà, nous, on y verrait d'un bon oeil, parce que là, encore une fois, à chaque fois qu'on peut peser, eh bien, on y arrive. Et encore une fois, quand on arrive un petit peu à se mobiliser, je l'ai évoqué sur le salaire minimum, mais sur les travailleurs des plateformes, sur un certain nombre de choses. En Europe, on a réussi à faire avancer le droit social, et ça a été aussi le fruit du rapport de force. Voilà, brièvement, je ne vais pas être trop long, promis. Peut-être juste un dernier accent, parce que ça me semble important, sur la montée de l'extrême droite en Europe et en France. Les élections de 2024 peuvent être malheureusement une probabilité en tout cas que l'extrême droite continue à avancer. On va tout faire contre pour pas que ça arrive, mais en tout cas c'est quelque chose il peut y avoir une masse critique en Europe de l'extrême droite, et c'est aussi une capacité de l'extrême droite de peser sur les politiques de l'Union européenne, et peser sur les politiques de l'Union européenne, c'est peser contre les travailleurs. Et moi je pense que ça, il faut mettre l'accent là-dessus, parce que si on regarde bien, l'extrême droite en France et de partout en Europe, c'est contre les politiques environnementales, clairement, c'est contre les migrants, c'est contre le social. Les élus du Rassemblement national qui sont élus au Parlement européen ont été contre, par exemple, la directive sur le salaire minimum européen. Voilà, c'est une imposture sociale. On sait que c'est des fascistes, on sait que c'est des xénophobes, mais c'est aussi des partis anti-travailleurs. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ait un accent très fort de ce côté-là. Promis, j'arrête. Voilà. Merci Boris, donc je vais laisser la parole à Francis. Merci. D'abord, je tiens à dire que je suis en total accord avec tout ce que vient de dire Boris, ce qui à la fois facilite et complique mon intervention, parce que je n'ai pas besoin de répéter tout ce qui a été dit. Donc, d'abord, je me félicite de la convergence. Je vais limiter certaines parties de mon intervention. Ensuite, je voudrais tout d'abord dire que, certes, on parle de l'Europe, mais ça aussi, c'est l'Europe. Tu l'as dit, tu y as fait allusion. Je vais exprimer mon indignation devant l'attitude des chefs d'État européens sur le désastre de Gaza. Il y a eu hier une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sur ce point. Les Nations Unies avaient appelé explicitement à un cessez-le-feu. Eh bien, 25 États sur 27, malheureusement, dont la France, ont refusé de se prononcer comme l'ONU leur demandait de le faire, c'est-à-dire pour le cessez-le-feu. Alors, ils trouvent ensuite des formules sur des pauses humanitaires, etc. Ça, c'est une plaisanterie macabre, compte tenu de la situation. Donc, je pense qu'il y a, ça a été dit excellemment sur les questions sociales, il y a d'une façon générale beaucoup de domaines sur lesquels on peut et on doit critiquer l'Union européenne et combattre ses politiques. C'est vrai sur toute la dimension politique néolibérale de l'Union européenne. C'est également vrai donc sur la politique étrangère, sur l'alignement quasi systématique sur les positions des États-Unis et de leurs alliés, et d'une façon générale, une volonté de se concevoir comme un maillon de l'Occident. Cet Occident contre le reste du monde, ce qui est une politique déplorable et qui ne fait que s'accentuer. Et cette tragédie du Proche-Orient va contribuer à élargir encore le fossé entre les dirigeants occidentaux et le reste du monde, c'est-à-dire la majorité de l'humanité. Donc, c'est un deuxième grand sujet de divergence avec les tendances actuelles de l'Union européenne. Il y a un troisième domaine où la critique s'impose et où le combat pour changer les choses s'impose, c'est la question de la démocratie. Il y a
des carences très fortes en matière de démocratie dans la conception même de la construction européenne actuelle. Peut-être que dans le débat, on pourra concrétiser un peu ces choses. Alors, compte tenu de tout ça, de tout ce qu'a dit Boris et de tout ce que je viens d'ajouter, est-ce qu'il faut une Union européenne? Ma réponse est oui. Ça paraît contradictoire. Non, je pense qu'il faut une Union européenne parce qu'aujourd'hui, l'interdépendance entre les pays est considérable. Et que les coopérations pas ponctuelles, les coopérations permanentes, structurées, sont totalement indispensables. La question du contenu de la politique européenne n'en est que plus importante. Comment, du coup, concilier cette exigence d'une union et la nécessité de la changer telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, le Parti communiste a choisi dans ses congrès, depuis une bonne dizaine d'années, une formule que je voudrais rappeler et expliciter. C'est: nous voulons une union de nations et de peuples souverains et associés. Ça fait compliqué, en fait. Vous allez le voir, c'est, je pense, très explicite. Une union, je viens de dire pourquoi. L'interdépendance est une donnée irréversible du monde actuel. Vous savez qu'entre les 27 pays européens, 60% des échanges se font entre eux. Malgré les relations avec, évidemment, le reste du monde. On ne veut pas s'enfermer au niveau européen, mais l'interdépendance est forte au plan mondial, elle est très forte au plan européen. Donc, il faut une union des nations. D'abord parce que les nations, contrairement à ce que certains pensent, ça n'est pas fini, et sans doute encore longtemps. Et c'est le fait d'oublier la dimension nationale qui alimente le nationalisme. Nous sommes anti-nationalistes, mais pas pour oublier la nation. La nation, c'est d'abord, sans doute, le principal creuset de la citoyenneté, de l'exercice de la citoyenneté. C'est là que se forge le début du rapport des forces. Et dans la coopération entre nations que se forge la solidarité positive. Donc, la nation, ne pas la brader, ne pas l'oublier. Chaque nation a son histoire respectable, sa culture, ses priorités, ses lignes rouges dont il faut tenir compte si on veut que tout ça se passe positivement et en matière de coopération efficacement. Union des nations et des peuples, c'est l'essentiel. Les peuples, c'est l'essentiel, c'est le grand défaut majeur de la construction européenne actuelle, c'est qu'elle part d'en haut avec une sorte de verticalité pour faire exécuter ce qui se décide le plus loin possible, alors que ça doit être l'inverse. La construction européenne doit procéder depuis les attentes des peuples jusqu'à leur articulation au niveau des politiques européennes. Là est le grand sujet. Souvenez-vous, en 2005, cette magnifique campagne pour le nom de gauche au traité constitutionnel européen, qui est à mes yeux la plus poussée des expériences de démocratie citoyenne qu'on ait connue dans la France contemporaine, et à mon avis, sans vouloir nous jeter des cocoricots, en Europe. Donc, on a vu à ce moment-là ce que peut produire un peuple informé, mis en situation de maîtriser un sujet complexe et mis en situation de participer concrètement à l'élaboration d'une vision alternative. Il ne faut pas passer par Sciences Po pour... parfois au contraire, parce qu'on a parfois des influences négatives dans certaines institutions officielles. Ça a été une découverte pour beaucoup de monde des capacités non utilisées dans la société actuelle, mais potentiellement extrêmement productives, des capacités d'intervention citoyenne des gens. Donc,
union des nations et des peuples. Et là vient la formule à expliciter, souverain et associé. Ensemble, souverain et associé. C'est très important. Souverain, pourquoi? Parce que le droit de choisir son destin est un droit imprescriptible de tous les peuples. Et en même temps, on veut, on a dit, c'est une exigence, être associé. Comment articuler ce qui ressemble à une contradiction? Je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Celle de l'Union européenne est déjà d'une grande diversité, pas seulement historiquement, sociologiquement, mais politiquement. C'est le moins qu'on puisse dire, d'une grande diversité. En plus, on annonce une volonté de lancer un nouvel élargissement jusqu'à 35 pays, le pays des Balkans, les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie, peut-être, etc., etc. Enfin bref, cette diversité va s'étendre encore plus. Diversité complexe. Je choisis des mots modérés. Donc, et puis j'ajoute ce que vient fort opportunément de rappeler Boris, la montée d'extrême droite, qui d'ores et déjà participe au gouvernement, et pas qu'un peu, de l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, de la Finlande, de la Lettonie, et d'autres pays. En Suède, l'extrême droite fait partie de la majorité gouvernementale. Donc, et ça risque de continuer si on n'arrive pas à tordre la politique actuelle de l'Union européenne. Donc, peut se poser demain une situation où, par exemple, alors, il y a la politique libérale, il y a la politique ultra-conservatrice et il y a la politique fascisante. Vous avez, quand je disais une diversité, il y a des contradictions insolubles qui se présentent potentiellement devant nous. Imaginons une situation où demain, après-demain, il y ait 1, 2, 3 pays franchement orientés à gauche. L'espoir est permis. Supposons, je ne sais pas, la France, l'Espagne, l'Irlande, réellement, les citoyens expriment une volonté de gauche. Et qu'on est bloqué par une majorité de néolibéraux, d'ultra-conservateurs et de fascistes. Alors on dit, ah ben c'est l'Europe. L'Europe, on renonce. C'est pas possible. Donc comment faire? Souveraineté et association. Comment on fait? Donc, on avait, au Parti communiste, réfléchi à cette situation avant que cette situation soit aussi critique qu'aujourd'hui, ou risque de l'être demain. Nous pensons, d'abord je signale que dès aujourd'hui, il y a certaines politiques qui ne sont plus suivies par tous les pays. L'euro, c'est 19 pays sur 27. Schengen, il y a quelques pays qui n'en font pas partie. La politique de défense européenne, il y a, Dieu merci, encore quelques pays qui la refusent. Donc, ce n'est pas une invention totale, ce que je vais évoquer. Mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous proposons que chaque Parlement national ait le droit, puisse, ensuite, à chaque pays de décider, à chaque peuple de décider, mais puisse noter quelles sont ses priorités essentielles et quelles sont ses lignes rouges essentielles. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de remettre en cause, sous prétexte qu'il y a une majorité qui le voudrait, dans d'autres pays européens. Et encore une fois, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça se pose déjà dans certains domaines, ça peut se poser de façon radicale dans d'autres.
cette idée ne vise pas au repli sur nous-mêmes, pas du tout. Nous souhaitons que pour un maximum de politique, nous puissions coopérer à 27 ou à 30, 32, un jour. Nous ne cherchons pas un repli national. Nous ne sommes pas souverainistes. Mais nous sommes également prêts à rechercher des compromis. On sait très bien qu'on ne peut jamais, quand on est à plusieurs pays associés, on ne peut pas imposer dans tous les domaines la totalité de son point de vue. Ce n'est pas possible, mais il n'y a pas de problème là-dessus, pour nous. Il n'y a pas de problème, le compromis fait partie de la démocratie, si c'est un bon compromis. Ça ne vise pas non plus, comme certains pourraient penser, à piquer en quelque sorte au niveau européen ce qui nous rapporte et à laisser ce qui nous coûte. Par exemple, l'ancien gouvernement polonais de Kaczynski, c'était tout à fait ça. Quand il y avait des milliards sur la table et la Pologne était et demeure pour le moment de très loin le principal bénéficiaire des aides européennes, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à prendre. Ils disaient que c'est la solidarité. Vous êtes plus riches que nous, c'est normal. Bon. En revanche, quand on leur disait, écoutez, les migrants qui arrivent en Grèce, à Lampedusa ou en Espagne, ils ne viennent pas pour aller en Espagne ou en Grèce ou en Italie, ils viennent pour aller en Europe. Donc, voyons comment coopérer pour nous répartir en quelque sorte ces hommes et ces femmes et les accueillir dignement. Ils disaient, ça ne nous concerne pas. Nous, on veut bien des Ukrainiens, parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont blancs et proches, mais occupez-vous des autres. Donc on ne peut pas vouloir la solidarité d'un côté et la refuser de l'autre. Donc ça, c'est pas du tout notre point de vue. On ne veut pas faire ça. En revanche, cette idée vise à ne pas nous laisser entraîner par une politique inacceptable pour la seule raison que la majorité des pays de l'Union européenne, à un moment donné, souhaitent cette politique. On ne va pas aller demain à une politique de xénophobie ou de va-t-en-guerre parce qu'il y aurait une majorité tout à fait possible, hélas, de xénophobes ou de va-t-en-guerre. Donc, nous appelons cela comment ? Nous appelons cela une union à géométrie choisie. Une union à géométrie choisie, prenons un exemple. Je prends un exemple cité par Boris il y a un instant, qui est effectivement une grande question qui est à l'ordre du jour, qui sera à l'ordre du jour ces prochains mois, la réforme du pacte de stabilité, c'est-à-dire renouer avec une politique austéritaire brutale ou assouplir jusqu'à l'annulation de cette politique. Ce débat existe même entre gouvernements actuels. Il y a des gouvernements qui sont radicalement pour le maintien absolu et le retour à la fermeté totale du pacte de stabilité, comme l'Allemagne. Et il y a des pays, notamment des pays du Sud, qui disent c'est pas possible. Et il y a des nuances intermédiaires. Donc, prenons cette question. Il va y avoir un vote à un moment donné. Il y aura une majorité et une minorité. Je pense que ça, là, il y aurait typiquement un terrain sur lequel il faudrait faire converger les résistances des peuples qui, avec des arguments extrêmement valables, qui ont été rappelés d'ailleurs, de dire non, nous ne suivrons pas, nous sommes pour une coopération entre nous, évidemment qu'on puisse élargir le plus possible, si possible à 27, mais en tout cas de commencer à dire nous n'appliquerons pas, nous ne reviendrons pas à cette politique d'austérité pour telle et telle raison, parce que c'est totalement irréaliste d'ailleurs, compte tenu des objectifs affichés par ailleurs, par exemple en matière
lutte contre le réchauffement climatique, il faut cette lutte radicale contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas, comme le demande Macron, une pause ou d'autres, un recul. Tout le PPE au Parlement européen demande un recul là-dessus. Non, malheureusement, c'est absolument nécessaire, indispensable, mais si on le fait supporter le coût de cela sur les familles populaires qui n'en peuvent mais ou au niveau mondial sur les pays les plus pauvres, qui sont d'ailleurs les moins responsables de ce réchauffement, mais qui en subissent le plus les conséquences, notamment en Afrique, ben ce sera un échec. Il y aura une explosion, ce ne sera pas accepté. Donc, voilà typiquement un sujet, la question de l'utilisation de l'argent. Pas du tout pour diminuer les ambitions, mais pour tenir les ambitions, mais en faisant supporter la charge financière par ceux qui en ont trop, et non pas par ceux qui n'en ont pas assez. Donc, c'est un exemple où ce serait légitime d'engager une bataille de ce que j'appelais l'Europe à géométrie choisie. Je donne un deuxième exemple. Vous savez, Boris connaît certainement ça par cœur, que chaque pays, depuis 2010, ça s'appelle le semestre européen, chaque pays est suivi attentivement par la Commission européenne, reçoit des injonctions, qu'ils appellent des recommandations, mais c'est des injonctions, où on dit, alors j'ai relu dans le train les injonctions de 2023, je ne sais pas si je les ai notées. Ah oui, oui. Oui. Les dernières injonctions de la Commission européenne vis-à-vis de la France, qui parlent de la France connaît des déséquilibres macroéconomiques, sa compétitivité est faible, il est nécessaire d'évaluer les dépenses publiques pour les réduire telles quelles. Il faut mener une politique budgétaire prudente, etc. etc. Donc, là aussi, on n'est pas des élèves devant un maître, c'est une pratique qui n'existait pas avant 2010. Donc, ce n'est pas être anti-européen que de la remettre en cause. Elle n'existe que depuis 13 ans. Où il y a maintenant des fonctionnaires européens, des fonctionnaires de la Commission, qui suivent chaque pays, comme l'Institut suit son élève de cours élémentaire 1, et dit, là c'est pas mal, bon, ils ont fait un effort, ils ont mis leur retraite à 64 ans, c'est pas assez, parfait, un effort, mais attention, et là ça va pas. Il y a des pages et des pages, hein, c'est sur Internet, vous pouvez vous les procurer. C'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Pas seulement sur le plan social, sur le plan démocratique. Donc là aussi, un sujet, il y a, je pense, en tout cas si on pose la question, à mon avis, on ouvre un débat, il y a, je pense, d'autres pays qui se diront, ben c'est pas possible. On ne va pas continuer comme ça. Donc, on pourrait prendre évidemment d'autres exemples, mais il y a des politiques incompatibles avec des attentes essentielles d'un certain nombre de peuples. Et si réellement c'est incompatible, il faut faire jouer, c'est notre avis, cette idée d'Europe à géométrie choisie. Encore une fois, pas pour dire chacun pour soi, pas du tout. Pousser les coopérations, mais ne pas renoncer à quelque chose d'essentiel parce qu'en face, il y a une majorité d'États ponctuellement qui sont contre. Voilà. Il y a quelques années, il y avait un sondage en France et en Allemagne avec les mêmes questions. Que pensez-vous de la politique économique de l'Union européenne ? J'étais frappé parce qu'il y avait exactement le même chiffre dans les deux pays, en sens contraire. Il y avait, je ne sais pas, 68%, je ne garantis pas le chiffre, des Allemands qui disaient, interrogés, qui disaient la politique économique européenne est bonne, et 68% des Français interrogés qui disaient la politique économique européenne est mauvaise. Qui doit céder à qui ? Personne.
Les Allemands ont le droit de considérer que la politique économique de la Commission, à l'époque, aujourd'hui ils diraient peut-être pas la même chose. Ça va moins bien, beaucoup moins bien. Et je souhaite que ça aille mieux pour les Allemands comme pour les Français. On n'est pas là à faire la guerre entre nos amis et voisins. Mais ils ont le droit d'estimer, les Allemands ou d'autres, que cette politique est bonne, et nous d'estimer qu'elle est mauvaise, et ne pas céder à l'autre. Les peuples, et il n'y en a pas un, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est mauvaise. Il faut qu'ils puissent se retrouver dans l'Europe tout en refusant une politique incompatible. Voilà, donc pour ça que nous disons une union de nations et de peuples, souverains et associés, avec une Europe à géométrie choisie. Alors, en attendant, ça c'est notre vision alternative, qui doit faire l'objet de discussions, qui doit faire ensuite l'objet de convergence avec d'autres, de lutte. Et en attendant, on ne reste pas l'arme au pied. Il y a des batailles concrètes qui se présentent. Boris, à très juste titre, a évoqué la question du pacte de stabilité. Je pense que ce sera une très grosse bataille, une magnifique bataille, dans laquelle on peut vraiment s'investir. Et on aura des alliés dans beaucoup de pays européens. Et il faut le faire de préférence avec beaucoup d'alliés européens. Il va y avoir aussi une bataille autour de nouveaux accords de libre-échange, Mercosur notamment, une énorme affaire sur laquelle nous aurons à nous battre contre ça. Il y a la grande question climatique que nous devons prendre à bras-le-corps. C'est un challenge, c'est un défi mondial et donc l'Europe a sa part à jouer et surtout pas laisser retomber la dynamique qui a commencé à se créer. Il y a la question des migrants que j'ai évoquée, la question de la démocratie, je l'ai évoqué, et puis la paix. Effectivement, les dirigeants européens invoquent souvent la paix comme étant le sujet majeur sur lequel l'Union européenne s'est créée. Je conteste cette relecture de l'histoire. Ce n'est pas l'Europe qui a créé la paix, c'est la paix qui a permis à l'Europe de se faire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que plutôt le marché commun à l'époque était plutôt un élément de la guerre froide qu'un élément de la construction de la paix. Mais au moins on n'a pas été, l'Union européenne n'a pas été pendant longtemps un élément de guerre chaude. Actuellement, elle devient un élément de véritable guerre. Il y a une militarisation époustouflante dans l'Union européenne, y compris l'Allemagne qui avait insufflé un véritable pacifisme après la Deuxième Guerre mondiale et qui depuis quelque temps change complètement de cutis. C'est extrêmement préoccupant. Je ne parle pas de la Pologne, j'espère que ça va changer, j'en suis pas sûr, mais j'espère que ça va changer avec le nouveau gouvernement. La Pologne achète à tour de bras des armes. Ils ont acheté 1000 chars à la Corée du Sud, ils ont acheté des équipements ultra-modernes d'armement aux États-Unis, ils en ont acheté au Canada. Et la France a augmenté de 40% sa loi de programmation militaire. Enfin bref. Donc la question de la paix, j'évoquais cette lâcheté hier de ne pas retenir l'appel de l'ONU. Remarquez, l'ambassadeur d'Israël a fait mieux. À l'ONU, il a demandé la démission du secrétaire général des Nations Unies, pas moi. Voilà. La paix qui va être, hélas, pour les prochains mois, voire plus, au centre des enjeux de l'humanité et de l'Europe en ce qui nous concerne, il faudra tenir tous ces bouts, mais qui s'intègrent dans notre vision alternative que j'ai brièvement résumée. Merci. Merci Francis. Donc notre
notre dernière intervenante, Charlotte. Préparez vos questions. Voilà, alors je vais essayer de rajouter un petit peu d'éléments à ce qui vient d'être dit. C'est un petit peu difficile parce que les deux interventions qui m'ont précédé sont évidemment extrêmement riches et intéressantes. Je vais d'abord, pour reparler quand même un petit peu du contexte et rajouter sur ce que vient de dire Francis, l'analyse qu'on fait au niveau du PCF, c'est également le fait que depuis 2008 notamment, et depuis le début de la crise économique et sociale, il n'y a plus de projet cohérent au niveau européen et d'unité du projet européen, c'est-à-dire d'unité y compris des différentes bourgeoisies européennes. Je m'explique, la crise de 2008 a généré comme systématiquement lorsqu'il y a une crise économique, une volonté pour les États et les grandes entreprises d'essayer de sortir de cette crise en conquérant de nouveaux marchés. Et ça s'est traduit en interne de l'Union européenne par la mise en place d'une périphérie de l'Union européenne avec des pays du pourtour méditerranéen notamment qui ont fortement pâti des plans d'austérité au niveau européen, qui ont fortement pâti en termes sociaux, en termes économiques, mais également en termes de rachat de pans entiers de leur économie par des entreprises allemandes en particulier et par d'autres entreprises multinationales. À ce moment-là, il s'est mis en place un espèce d'accord tacite entre le cœur de l'Europe, le centre de l'Union européenne, notamment constitué par le duo franco-allemand, avec l'Allemagne qui rachèterait une partie des entreprises, je vous le disais, des secteurs d'activité des pays du sud de l'Europe, et la France à qui on laisserait la charge de la politique étrangère de l'Europe, c'est-à-dire de la politique guerrière, ce qui s'est traduit très concrètement par l'invasion de la Libye, par également les interventions au Sahel et par la mise en place d'une politique extrêmement belliciste, notamment vis-à-vis de l'Afrique, et qui visait notamment à mettre la main sur un certain nombre de ressources de ces pays. Ce statu quo, donc, qui a commencé à générer une dislocation de l'unité européenne et du projet européen, a été encore renforcé depuis la pandémie et depuis la guerre en Ukraine. Depuis la pandémie, parce que là, on a pu voir que finalement l'unité européenne était plutôt un vase creux. On se rappelle déjà de la France qui a des propos extrêmement méprisants vis-à-vis de l'Italie en disant « mais c'est leur système de santé qui est nul, ça n'arrivera jamais chez nous ». On se rappelle ensuite des différents pays européens qui essayent tant bien que mal, à titre individuel, de se sauver les uns les autres sans... y compris en écrasant le voisin. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode des masques qui arrivent en Hongrie et qui sont captés par le gouvernement hongrois, par exemple. Et puis ça se traduit dans un deuxième temps par une volonté, certes, d'achat commun de vaccins à l'échelle européenne, mais absolument pas une volonté de production européenne de vaccins ou de mise en place d'une levée des brevets telle que c'était demandé par l'immense majorité des pays au niveau des Nations Unies à l'époque. Donc à la fois une Europe qui est totalement soumise aux États-Unis, et Francis l'a totalement évoqué, tu l'as évoqué d'ailleurs en introduction également, et qui n'a plus d'autosuffisance industrielle, et en même temps une Europe qui est un petit peu celle du chacun pour soi. Et donc ça se traduit vraiment par le fait que la non-cohérence au niveau des bourgeoisies européennes fait en sorte qu'aujourd'hui, y compris les institutions de l'Union européenne sont totalement en crise. Et Francis l'a tout à fait développé sur les questions d'extrême droite et de forces libérales. Aujourd'hui, les forces d'extrême droite au niveau européen, qui se sont pendant longtemps affrontées, en tout cas sur le papier, à la construction européenne, aujourd'hui ne remettent plus du tout en cause cette construction européenne, et d'ailleurs ne remettent plus du tout en cause le pacte de stabilité et les réformes les plus libérales dans leurs différents pays. On peut tout à fait le voir avec le gouvernement Meloni en Italie, où la seule chose sur lesquelles ils s'accordent d'ailleurs, c'est évidemment ces réformes néolibérales. Mais on peut parler de la Grèce, par exemple, qui, y compris aujourd'hui avec un gouvernement extrêmement conservateur, va aller plus loin que les directives européennes, notamment en termes de temps de travail, puisqu'aujourd'hui on a une directive européenne qui fixe à maximum 48 heures par semaine le temps de travail. Le nouveau gouvernement voudrait aller jusqu'à plus de 70 heures de travail par semaine en Grèce, en sachant que dans la directive actuelle, il existe déjà des exemptions et que l'Union européenne en tant que telle essaye de se servir du prétexte de la guerre en Ukraine, qui est une chose réelle, mais qui se sert du prétexte de la guerre en Ukraine
pour casser les conditions de travail, notamment dans le secteur de l'armement, en disant bon, les travailleurs du secteur de l'armement pourront travailler au-delà des 48 heures, les travailleurs d'un certain nombre d'autres secteurs pourront travailler plus, et puis ça c'est la porte ouverte, on le sait, à une remise en cause généralisée des droits des travailleurs. Depuis la guerre en Ukraine, je le disais, il n'y a plus de projet cohérent parce que ce pacte tacite entre la France et l'Allemagne a été rompu. Aujourd'hui, la France n'a plus le monopole du bellicisme en Europe, on va dire, et n'a plus le monopole de l'envoi d'armes en Europe. On l'a vu avec le réarmement d'un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, et avec le redéploiement de ses forces de défense, et un pas encore plus franchi vers cette Europe de la défense totalement soumise à l'OTAN. D'ailleurs, on peut dire que ça aurait été la grande réussite de cette invasion de l'Ukraine par Poutine, ça aura sans doute été de réactiver le projet de l'OTAN qui était en mort cérébrale d'après les différents dirigeants européens, et Poutine aura fait plus pour l'OTAN que n'importe quel autre dirigeant européen pro-États-Unis ces 20 dernières années, je pense. Je voudrais revenir d'abord vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces institutions européennes pour que vous compreniez mieux ce dont on est en train de parler actuellement, y compris le projet global que porte le PCF en termes de nations et de peuples libres, souverains et associés. Les institutions européennes, c'est 4 grandes institutions. La Banque Centrale Européenne, qui est à part, mais qui est l'institution majeure, c'est le porte-monnaie de l'Europe, et qui aujourd'hui répond à une chose, c'est la lutte contre l'inflation. On voit la réussite. On peut voir actuellement que c'est une grande réussite et qui est totalement indépendante des autres institutions, ce qui veut dire, lorsqu'on parle de contrôle démocratique, ce qui était évoqué avant, c'est évidemment un énorme problème puisque c'est de l'argent qui n'a absolument aucune conditionnalité hormis la lutte contre l'inflation et qui ne va absolument pas favoriser les salaires ou favoriser les travailleurs comme l'évoquait Boris précédemment. Les autres institutions de l'Union européenne, qui sont les institutions dites, on va dire, démocratiques, en tout cas qui participent à la construction de la politique de l'Union européenne, elles sont au nombre de 3. La Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Alors, institution dite démocratique, bon, pas tant que ça, puisque la Commission européenne est une institution non élue, c'est elle qui a l'initiative des lois, c'est-à-dire que même si depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen est co-législateur, c'est la Commission européenne qui va avoir le premier mot sur les directives, sur les règlements et sur l'ensemble des textes. Une partie des textes d'ailleurs ne seront jamais soumis au Parlement européen. C'est la grande leçon démocratique de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la comitologie, qu'on considère que c'est trop compliqué, ça ne va pas aller pour les députés européens, et bien ça ne passe pas au vote au niveau européen. Et donc quand on considère que c'est trop technique, ça ne passe pas, mais ce qui est trop technique, c'est par exemple l'Agence européenne de sécurité ferroviaire. C'est pas extrêmement technique, la sécurité sur les voies, c'est pas non plus le plus technique, c'est comment on va réussir à voyager d'un point à un autre sans avoir d'accident et en garantissant la sécurité des passagers ou des marchandises. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut très vite aborder, notamment quand on a un lien avec les travailleurs de ce secteur. Mais passons, donc la Commission à l'initiative des lois, le Parlement européen est ensuite chargé d'amender les propositions de directives ou de règlements de la Commission européenne. Et une fois que le Parlement européen les a amendées en interne, on entre dans une phase qui s'appelle les trilogues, qui sont les négociations interinstitutionnelles entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil européen, pour essayer d'aboutir à un accord. Essayer d'aboutir à un accord, c'est par exemple ce qu'on a réussi à faire sur la directive d'égalité salariale qui a été adoptée récemment et qui, bien qu'on l'ait voté, nous au niveau du groupe de la gauche, contrairement effectivement à d'autres forces d'extrême droite au Parlement européen, c'est une directive qui ne va pas au bout de ce que nous on portait, puisque c'est une directive qui va mettre plus de 8 ans à s'appliquer aux différentes entreprises, qui ne correspond pas à toutes les entreprises, qui touchent uniquement les plus grosses, et où on autorise encore un écart salarial jusqu'à 5% dans les entreprises. Donc malgré tout, on a voté cette directive parce que c'est une progression pour un certain nombre de travailleuses au niveau européen à terme. Mais que se passe-t-il une fois qu'on a négocié ce mandat ? Lorsqu'on a négocié ce mandat, lorsqu'on l'a
discuter avec les autres institutions de l'Union européenne, eh bien, ce mandat va au Conseil européen et doit être adopté par les États membres pour retransposition. Et selon les directives, il doit être adopté soit à l'unanimité, soit à la majorité, et ensuite retransposé dans les droits des États membres. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça, c'est très technique, mais ce que ça signifie, c'est que concrètement, lorsque Emmanuel Macron nous dit « je suis obligé de privatiser le fret en Europe » ou « je suis obligé de participer à la libéralisation du rail » comme on l'a fait avec les différents paquets ferroviaires. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que déjà les députés d'Emmanuel Macron au Parlement européen auraient pu lutter contre et auraient pu faire en sorte que le mandat du Parlement européen soit différent, mais ensuite la France aurait pu décider de ne pas appliquer les directives mises en œuvre au niveau du Parlement européen, si tant est qu'il y ait une volonté effectivement de rester souverain sur un certain nombre de ces biens essentiels. Mais plus encore, y compris dans les directives et dans les traités européens actuels, il y a des brèches qui nous permettraient d'extraire un certain nombre de domaines des politiques de libéralisation européenne en les déclarant services essentiels. C'est par exemple, ça a été une des grandes batailles qu'on a menées en 2019, lors de la campagne des élections européennes, sur la question de la privatisation des barrages hydrauliques. Et c'est une campagne qu'on a menée évidemment conjointement avec la CGT. On avait d'ailleurs sur nos listes un camarade, le responsable de la CGT sur ces barrages-là. Et toute la bataille a été justement de les déclarer comme des biens essentiels parce que la France était la seule à vouloir privatiser ces barrages alors que les autres pays les avaient déjà extraits des règles de marché. Bien, c'est quelque chose qui peut se faire, mais encore faut-il avoir la volonté. Mais comme dirait l'autre, lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Encore faut-il l'avoir, évidemment. Donc ça m'amène à la question de quel est le rôle des élus communistes et des élus de gauche et progressistes au Parlement européen. Quelle est notre différence? Quelle est la différence entre des élus communistes et d'autres élus au Parlement européen? Je pense que la grande différence, elle est à la fois sur la théorie, mais également sur la pratique. Et je m'explique. La théorie, c'est toujours garder à l'idée que, quel que soit ce qu'on va négocier au Parlement européen, notre volonté, c'est de construire une autre Europe. Et c'est de construire cette Europe pour les peuples et pour les nations qui seront souveraines et associées, comme l'a expliqué Francis, et de ne jamais détacher notre action au Parlement européen de ce grand projet global de société et de ce grand projet révolutionnaire que l'on peut avoir pour notre pays et au niveau international. Je pense que ça, c'est très important parce que ça nous évite de tomber parfois dans une dérive qui est celle qu'on nommait avant le crétinisme parlementaire, mais qui est une dérive d'arriver au Parlement européen, de faire 15 millions d'amendements sur tous les sujets, sans forcément se saisir de ces amendements pour aller voir l'extérieur des institutions. On le sait, ces institutions sont extrêmement opaques, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas non plus parce que les citoyens sont bêtes, c'est organisé structurellement. Et la manière de pallier à ça, c'est évidemment d'avoir des élus qui, au sein même de ces institutions, vont être les porte-paroles des luttes, et donc être les porte-paroles du terrain. Donc, allier la théorie et la pratique, c'est avoir des élus que l'on va connaître, qu'on va reconnaître et qu'on va voir pendant les 5 ans de mandat. D'ailleurs, je vous mets au défi de me nommer les députés européens français qu'il y a aujourd'hui au Parlement européen. Alors, je vous rassure, je bosse au Parlement européen, je ne les connais pas tous non plus. Hein. Bon, mais nous... S'il y a des élus communistes qui réintègrent le groupe au Parlement européen, je peux vous dire que vous les verrez pendant ces 5 ans et qu'ils ne resteront pas cloîtrés à Bruxelles ou à Strasbourg. Donc être les porte-paroles des luttes, être les lanceurs d'alerte. Et je crois que Francis a évoqué l'exemple type qui est celui de la Constitution européenne. Et lorsqu'il y a eu ce référendum en 2005, Francis était à l'époque président du groupe au Parlement européen et c'est lui qui a permis que le texte soit publié en français. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette bataille, mais les autres forces, y compris de gauche, avaient publié des extraits de la Constitution européenne. Seule l'Humanité avait publié le texte intégral. Et c'est à partir de ce texte intégral qu'on a pu faire en sorte de mener cette grande campagne populaire, que les citoyens s'approprient les thématiques et qu'on a pu obtenir un rejet de ce texte européen qui a été un rejet incontestable puisque en plus pour une élection de ce type, il y a eu beaucoup plus de participation que ce qui est généralement le cas.
Les rôles des élus au Parlement européen, c'est de pousser les contradictions au sein des institutions elles-mêmes. Je vous évoquais le contexte tout à l'heure de crise systémique du capitalisme. Eh bien, ça se traduit dans les institutions européennes. Le manque de projet européen se traduit par deux facteurs. Un premier facteur qui est le sectarisme, et le sectarisme néolibéral qui a été évoqué précédemment, c'est de revenir et revenir encore avec ce pacte de stabilité, de revenir encore avec les mesures d'austérité qui sont incapables de solutionner la crise que l'on connaît actuellement. D'ailleurs, on le voit, depuis 2008, on n'est pas sorti de la crise, et donc c'est des solutions qui ne fonctionnent pas et qui n'ont pas vocation à fonctionner. Donc et là-dessus, pousser les contradictions, mais pousser les contradictions aussi parce que le manque de projet européen fait en sorte qu'il y a, en plus de la division de classe classique qu'on peut avoir entre les travailleurs et les tenants du capital, on va dire, il y a des divisions nationales qui s'expriment, qui sont extrêmement fortes, et où aussi, là-dessus, il y a des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes dans un pays ou un autre, parce qu'il y a une histoire différente, évidemment, une histoire sociale notamment différente, mais il y a aussi des intérêts propres à chaque État, et de défense d'un certain nombre de choses. Un exemple type, c'est évidemment, on connaît tous, celui du marché de l'électricité, le fait qu'on a des factures d'électricité qui augmentent à n'en plus finir. Il y a aujourd'hui des États qui ont fait le choix, c'est le cas de l'Espagne ou du Portugal, de négocier la suspension de leur participation au marché européen de l'électricité et de l'énergie. Ça fait partie des choses. Alors, effectivement, ce n'est pas le fruit du hasard. Tant en Espagne qu'en Espagne, il y a une coalition de gauche au gouvernement, une coalition qui devrait, je l'espère, je touche du bois, être reconduite d'ici la fin du mois. Et au Portugal, il y a un gouvernement social-démocrate qui est à la tête. Mais ça n'est pas uniquement parce que c'est des gouvernements avec des sensibilités sociales. C'est aussi une question d'intérêt national et de fonctionnement de l'économie nationale qui est en jeu ici. Et donc, du coup, ça, c'est pousser les contradictions. J'étais en négociation encore il y a 2 jours sur la question du coût de la vie et de la crise énergétique et son impact sur le droit des femmes. Aujourd'hui, plus personne au sein des institutions, dans les différents groupes politiques au Parlement européen, n'ose vous dire que le marché de l'électricité, c'est génial. Et y compris, on est dans des négociations à arriver à dire qu'on est à minimum dans l'impasse, que c'est une impasse, ou qu'il est totalement inefficace et qu'il faut totalement le réviser. Mais c'est le cas au Parlement européen, c'est y compris le cas au niveau de la Commission européenne. Donc pousser les contradictions, c'est aussi ça, tout en gardant ce projet de société. Et puis, 4e point essentiel, qui allie à la fois la théorie et la pratique, c'est la construction du rapport de force. Et la construction du rapport de force, il se joue évidemment au niveau national. Et on l'a rappelé précédemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il se joue au niveau national, et je vais vous donner un exemple qu'on connaît tous, c'est celui de la réforme des retraites. Les mobilisations en France ont eu comme effet immédiat l'arrêt de la réforme en Belgique. C'est-à-dire que les dirigeants belges ne se sont pas dit d'un seul coup, bon, c'est une mauvaise idée, c'est pas sympa pour les travailleurs de les faire crever au travail. Ils se sont dit, vu le bordel en France, vaut mieux pas qu'on s'y mette tout de suite, ça va être trop compliqué en Belgique, on va attendre un petit peu et tout ça. Bon, on a quand même gagné quelque chose, au moins dans un premier temps pendant ce mouvement social, et ça montre que la lutte, elle paie en partie, mais en dehors de ça, évidemment que le rapport de force, je vous laisse imaginer la teneur de la réforme des retraites si il y avait eu ne serait-ce que 30% des salariés en France qui étaient syndiqués à la CGT. Je vous laisse l'imaginer. Je pense que la teneur aurait été plutôt, est-ce que vous préférez partir à 55 ou 50 ans, comment on négocie les 32 heures, et ça aurait été ça la réforme. Donc du coup, la question du rapport de force, c'est celle-ci. Mais la question du rapport de force, c'est aussi évidemment au niveau européen. Et le fait d'être au Parlement européen, ça veut dire construire le rapport de force, ça veut dire être en contact avec d'autres partenaires au niveau européen, avec d'autres organisations, avec des camarades, mais aussi d'autres organisations qui ne sont pas des camarades, mais avec lesquelles on va avoir des convergences, et construire des propositions communes, construire la mobilisation aussi, parce que je crois que la caractéristique des élus communistes, c'est lorsqu'ils siègent d'être systématiquement en lien avec les organisations sociales, avec le terrain, avec les associations,
et avec les différentes mobilisations qu'il y a aussi dans leur pays et ailleurs. Construire le rapport de force, c'est évidemment participer aux mobilisations européennes. Donc j'ai bien noté ton appel pour le 13 décembre et on va voir comment concrètement le PCF peut envoyer une délégation à cette manifestation à Bruxelles. Ça fait partie des vecteurs de construction du rapport de force. Mais je tiens aussi à dire, et pour finir peut-être sur cette note d'espoir, ce qui se passe en France est scruté au niveau européen de façon extrêmement importante. Toutes les mobilisations qu'il y a en France sont vues au niveau européen et font peur. Et font peur aux tenants du capital, mais aussi permettent de mobiliser les nôtres dans un certain nombre de pays. Encore une fois, pour parler du mouvement des retraites, nous, les retours qu'on a eus de différents pays, c'était notamment des Allemands qui nous disaient, mais en fait, en Allemagne, on aurait eu 3 jours de grève comme vous les avez eus, on aurait arrêté totalement cette réforme. Et je crois que ça, c'est important à garder en tête, parce que la question la construction de ce rapport de force, merci beaucoup, c'est aussi la question de la construction de classe en Europe. Et la construction d'une conscience de classe en France et en Europe. Et je crois que c'est à ça que doivent servir des élus communistes, c'est comment nos élus vont nous permettre de nous aider dans la construction de cette conscience de classe dans notre pays et au niveau européen. Et ça, ils ne peuvent le faire qu'à partir du moment où, on disait avant, un pied dans les institutions, un pied dans la rue. Je pense que c'est une notion qui est très vraie, c'est-à-dire avoir des élus qui rendent des comptes, qui permettent de faire un aller-retour entre le terrain et les institutions, et qui nous permettent de construire cette conscience qui nous permettra également de changer les choses et de changer structurellement ces institutions qui sont, on l'a rappelé, viciées dès le départ, mais qui, être à l'intérieur, nous permettra toujours d'avoir plus d'impact et de force que si on en est absent. Je vous remercie.